RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec notre confrère Jean-Marie Godard qui s'est promené en France pour recueillir des paroles de flics. Bonjour Jean-Marie. Livre enquête, témoignages de policiers, l'enquête choc aux éditions Fayard. Jean-Marie, c'est intéressant parce que pendant des années, en tant que journaliste, vous avez couvert des manifestations. Et vous étiez plutôt du côté des manifestants. C'est ça, exactement. Et puis là, vous avez décidé de franchir la ligne et vous mettre du côté des policiers. Pourquoi ? Parce que effectivement j'ai côtoyé, pendant 20 ans j'ai participé en tant que journaliste à des couvertures de manifestations pas toutes très calmes, y compris des choses qui partaient complètement en émeute, et que j'avais effectivement un regard un peu critique sur l'intervention des forces de l'ordre souvent, et que ça m'est arrivé de voir des policiers, des jeunes policiers un peu dépasser les bornes, et ce qui m'a interpellé là-dessus, c'était de me rendre compte tout simplement qu'il y avait des hommes et des femmes derrière cette masse qu'on pouvait voir là avec des boucliers, des casques et tout, et que ils avaient aussi leurs limites parfois quand ça allait trop loin, qu'ils étaient peut-être pas forcément super bien formés, ou qu'on mettait pas les gens à la bonne place, puisqu'on mélange des fois des services sur les manifs. Et donc j'ai voulu aller voir et savoir qui étaient ces hommes et ces femmes, et vous racontez leur ça à la quotidien. police plus largement. Ouais. Il y a 150 000 flics en France à peu près. 149 000, ouais. Bon, quand même, vous brossez un tableau très très noir de leur situation. On n'a pas envie d'être flic. En terminant votre livre, on se dit oh là là, c'est une profession, je la conseillerais pas forcément à mes enfants, parce que c'est une profession dure, une profession mal aimée, maltraitée aussi, j'ai envie de dire. Mal payé. Mal aimé, mal payé. Il faut savoir quand même que là, moi j'ai découvert des choses en faisant ce livre, c'est-à-dire que j'ai tourné en patrouille avec des policiers, j'ai été dans des commissariats, j'en ai rencontré, il y en a qui m'ont invité chez eux et tout, et il y a quand même des histoires hallucinantes. Le policier qui arrive, alors c'est peut-être pas partout pareil, mais il y en a quand même 2 qui, dans le livre, témoignent du fait que quand ils sont arrivés sur leur poste, ils ont été obligés d'acheter leurs propres menottes. Parce qu'il y avait plus de petit matériel et qu'il fallait attendre le budget, donc sur leur propre denier, auprès d'une société de sécurité qui équipe les forces de l'ordre et notamment les polices municipales, ils achètent leurs propres menottes. Ou un policier, Tony, là de la BAC de nuit, avec lequel j'ai tourné, qui lui non seulement avait acheté ses propres menottes, mais comme tout le monde manque un peu de matériel, un jour il les avait laissés traîner sur son bureau, et donc les menottes ont disparu, puisqu'il y a des collègues qui les ont prises. Et lui d'ailleurs il a cette phrase, il dit il y a pas de voleurs dans la police, il y a que des volets. Voilà. Et donc il a racheté sa paire de menottes et il s'est fait faire un bel étui en cuir avec ses initiales dessus pour qu'on lui pique plus. Voilà. Il a acheté sa lampe torche de nuit aussi, lui-même. Oui, mais le papier toilette, ils viennent avec. Il y en a pas mal qui viennent avec. Ouais, c'est la misère au quotidien, quoi. En fait, on n'a pas d'argent pour travailler. Tous les commissariats sont pas comme ça, mais il y a des commissariats où on rentre, où moi je suis rentré, j'ai vu des salles de détente du personnel. Vous rentrez dans un squat, vous avez la même chose, quoi. C'est des tables qui ont 30, 40 ans, en bois, qui sont des vieilles tables de bureau qu'on a récupérées, qu'on a mises bout à bout pour faire une grande table comme ça, et puis des chaises complètement dépareillées dont on a l'impression qu'elles ont été récupérées dans les encombrants. Enfin voilà, quoi. Mais à la lecture de votre livre et depuis la manifestation des policiers, plus ce qui s'est passé cet été où sur les réseaux sociaux, bon nombre de policiers envoyaient les photos de leur commissariat délabré, jamais les policiers n'ont eu autant besoin de parler, jamais les policiers n'ont autant demandé à être écoutés et surtout pris en considération. Mais on se dit, mais depuis toutes ces années, qu'est-ce qu'on fait alors que c'est une enquête supplémentaire qui démontre l'état de délabrement et de laisser pour compte de la police? Alors à chaque fois, il y a une alerte. Quand les policiers manifestent là, un peu complètement hors cadre, en octobre 2016, il y a effectivement ils sont reçus. Enfin, le ministère de l'Intérieur lance une grande consultation et lance un plan qui court jusqu'en 2020. Et cet été, Gérard Collomb, on l'a vu dans des commissariats. Oui, tout à fait. Il est allé visiter des commissariats qui étaient en cours de rénovation, qui venaient d'être rénovés. Il y a une chose que je raconte dans le livre, le 30 août, quand il est en visite sur le terrain, justement, au moment même où des policiers diffusent des photos de leurs conditions de travail sur les réseaux sociaux, ils sont ulcérés par le fait, ils ont envie d'entendre un message, ils ont envie qu'on leur réponde. Gérard Collomb sort du commissariat, il est interrogé par les journalistes sur ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux, et la seule réponse qu'il apporte, c'est « Oui, moi ça fait que 3 mois que je suis là, je vais quand même pas aller faire tous les commissariats de France pour repeindre les murs avec mes bras, quoi. » Et les gars, ça vient de leur ministre de l'Intérieur. C'est méprisant. Moi, j'ai eu une lecture un peu différente de votre livre. En fait, je l'ai lu vraiment. Pardon, je suis maître d'école.
Et voilà, il y a des fonctionnaires de police et il y a des fonctionnaires de l'éducation. Oui, tout à fait. On en parle suffisamment. Et franchement, moi, je l'ai lu comme un réquisitoire contre l'employeur, et un réquisitoire à charge et un réquisitoire, à mon avis, complètement justifié. Je retrouve des similitudes incroyables. Il y a des passages entiers où on pourrait mettre du blanc et à la place de commissariat mettre établissement scolaire, à la place de policier mettre enseignant. C'est-à-dire, on retrouve la faiblesse des salaires, on retrouve les nouveaux systématiquement nommés en banlieue, comme ça on est sûr qu'ils pètent un câble, l'absence de formation pratique, ça vous racontez, notamment la gestion des victimes, l'obsolescence du matériel, la politique du chiffre, la bâtonnite, où il faut que les policiers... Et vraiment, c'est quelque politique du chiffre, pourquoi par exemple? La politique du chiffre, c'est des choses complètement hallucinantes. C'est 15 années de politique Sarkozy, justement, quand il lance la politique du chiffre. C'est vous devez, c'est une injonction. Vous devez vider 2 carnets de timbre-amende, c'est-à-dire les PV, dans le mois, quoi. Ou faire tant de feux rouges. Moi, je peux vous donner un exemple très concret. Et il y a un officier de police judiciaire dans le bouquin qui raconte que à une époque, il fallait 10 ou 15% de garde à vue en plus. Donc tous les gens, donc eux n'avaient plus aucun discernement. Ils avaient ordre tous les trucs, même pour des broutilles ou des gens qu'ils allaient pouvoir reconvoquer le lendemain. Donc le fumeur de shit, par exemple, on le met en garde à vue. On met tout le monde en garde à vue, et c'était une injonction. Vous mettez tout le monde en garde à vue, donc on remplit les geôles de la ville, et quand il y a plus de place, vous savez, comme pour les hôpitaux où on cherche des lits, on transporte des gens dans la ville d'à côté, on appelle les commissariats voisins et on remplit toutes les villes aux alentours. La politique du chiffre bête et méchante. Sans discernement, en fait. C'est-à-dire que c'est ce terme de bâtonnite. C'est-à-dire que peu importe le contenu ou l'importance des faits, du moment que le pouvoir politique peut présenter des chiffres qui sont en augmentation sur tant d'affaires résolues, voilà. Mais tous, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette politique-là, dont ils disent qu'elle continue encore aujourd'hui, tous la dénoncent, tous les gens que j'ai rencontrés, et quel que soit le grade, c'est-à-dire que ça va du gardien de la paix au brigadier chef, même des commissaires. Parce que paradoxalement, on présente des bons chiffres, mais le sentiment d'insécurité des Français exprimé est toujours là. Il est même plutôt en progression. Donc ça veut bien dire que c'est pas forcément le. Pardon, juste un exemple pour que les gens prennent conscience de cette bâtonnite aiguë. 6h du matin sur les Hauts de Rouen, dans le noir, une 2x2 voies terre-plein central, bande d'arrêt d'urgence, limitée à 70 km/h, à 500 mètres à vol d'oiseau de là. Vous êtes sur les Hauts de Rouen, avec du trafic, avec de la délinquance, avec de la violence, des bagnoles qui brûlent, les gens qui osent plus sortir. Le commissariat qui est parti. Même le commissaire, elle est où la voiture de police? Elle est sur le bord de la route en train de flasher les gens qui vont bosser à 6h du matin, alors qu'à 500 mètres. Et voilà. Et effectivement, statistiquement, ça a été peut-être plus rentable que d'aller démanteler des réseaux qui demandent du moyen et qui demandent du temps. Voilà, c'est quand même. Ils en ont marre de jouer les radars. Oui, il en faut aussi, non, il en faut. Il y en a, mais un feu rouge grillé, ça. Enfin, ils ont tout à fait conscience des choses vraiment dangereuses. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir du discernement dans leur action et surtout revenir à ce qu'ils appellent leur cœur de métier. Il y a un officier de police judiciaire aussi dans ce livre où je suis allé dans son commissariat, qui fait partie de ce qu'on appelle un groupe d'appui judiciaire. C'est eux, ils se définissent un peu comme les urgences de la police, c'est-à-dire que tout ce qui remonte en termes de gens qui ont été interpellés arrive chez eux. Et c'est eux qui font les premières constatations, qui décident ça mérite une garde à vue ou pas, voilà. Avant qu'éventuellement il y ait une communication avec le magistrat. Lui dit, mais moi je vois, on a des jeunes policiers qui sont formés dans cette culture du chiffre, qui arrivent chez nous. Il faut qu'ils fassent leurs 30 interpellations dans le mois. On sait que à tel endroit, tous les jours, il y a des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Et ben tous les jours ils nous font un vendeur de clopes à la sauvette, alors que moi je m'en fous, quoi. Je veux dire, les mecs, on va faire de la paperasse. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent l'arracheur de collier, le gars qui va. William, je te vois dire non, je sais pas, ça veut dire quoi ce signe de la tête? Non. Rapproche-toi de ton micro. Je trouve que ta lecture de ce livre, en tous les cas, n'est pas conforme à la mienne. Peut-être qu'on veut y voir que ce qu'on veut y voir. Moi, j'y vois plutôt un reportage journalistique intéressant, mais avec distance, mais une distance bienveillante et empathique par rapport au sujet d'observation qui est là, le flic. On constate, mais malheureusement on constate tous qu'aujourd'hui les flics ce sont les soutiers de la République, un peu comme les gardiens de prison d'ailleurs, mais il n'y a pas que la critique de l'État. Il y a la critique, la critique du dénuement, il y a la critique aussi de ce qu'il rencontre. Quand vous parlez, personne n'en a parlé de ce flic. Il est brûlé à la suite d'une manifestation. Depuis 6 mois,
depuis 6 mois, il est à l'hosto où il est alité parce qu'il est brûlé. Personne ne parle de ces gens-là, de ces 4600 flics blessés chaque année. Donc moi, je vois ça comme ça, et c'est pour ça que j'étais un peu dans la dénégation, parce que ça prenait un tour uniquement sur la critique bateau et assez banale de la politique de l'État. Mais c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça n'est pas dans le livre, parce que c'était peut-être pas dans l'actualité, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre article dans le Figaro hier ou avant-hier, je sais plus, où vous avez dit votre interview où vous avez dit que les flics avaient pris comme une gifle le fait que Hollande aille au chevet de Théo. C'est ça aussi ce qui. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce que ils sortaient. En plus, ils sortaient de tous les mois de manifestations loi travail où on avait eu des images hyper violentes avec des groupes hyper violents qui les attaquaient. Soyons clairs, et que ils avaient besoin d'entendre un message de soutien des politiques. Et arrive cette affaire, quel que soit d'ailleurs l'aboutissement qu'elle aura en justice, le fait 5 jours après, alors que l'enquête est tout juste ouverte, alors que il y a des tribunes de personnalités dans les journaux qui tirent sur l'ensemble de l'institution police. Décrite comme raciste. Oui, décrite comme raciste en plus. Le chef de l'État lui-même va au chevet de Théo, et pour eux c'est un affront, quoi. C'est une claque, c'est une présomption de culpabilité lancée. Exactement. Ouais. Le chef de l'État, c'est leur chef. Il y avait eu Viry-Châtillon aussi quelques semaines. Il y avait eu Viry-Châtillon avant, mais tout ce qu'ils disent, mais à la limite ils lui reprochent. Après tout, le chef de l'État serait allé au chevet de Théo, mais il serait aussi allé au chevet des CRS brûlés et tout. Tout ce qu'ils disent, c'est on l'a pas vu ailleurs, quoi. Voilà. On l'a pas vu ailleurs. Pas dû de la récupération politique à ce moment-là, dans le geste de François Hollande. Exactement. Alors ça, c'est aussi des gens de Beauvau qui m'en ont parlé, mais c'est bien un des problèmes qu'il y a quand on parlait. C'est pas tellement la critique de l'État, c'est que il y a un fossé, un gouffre énorme entre la culture institutionnelle du monde politique, qui est un peu toujours dans le billard à 3 bandes et tout, et les policiers sur le terrain, et la réalité à laquelle ils sont confrontés. C'est deux mondes qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et il y a des gens justement à Beauvau qui m'expliquent oui, mais François Hollande, il est allé voir Théo parce que il fallait surtout pas avoir la répétition des émeutes de 2005 en banlieue, donc il fallait envoyer un message au quartier. C'était pas pour autre chose, c'était pas un truc contre les policiers. Politique. Et moi je leur dis, mais les policiers sur le terrain qui sont confrontés à la violence, à la mort, alors à un travail extrêmement difficile, ce message-là, ils l'entendent pas, quoi. Ils sont pas dans ce genre de calcul. Jean-Marie Godard, vous restez avec nous. Paroles de flic, l'enquête aux éditions Fayard. Dans un instant, question de Jimmy, de Sylvain, de Gilles William de nouveau. Et puis parler un peu de certains de ces policiers que vous avez rencontrés. Sont-ils tous rentrés par vocation aussi dans la police? Que deviennent ceux qui sont en burn-out? Le burn-out aussi, vous en parlez dans le livre, les policiers qui craquent. Où se retrouvent-ils, ceux qui craquent? Ont-ils des interlocuteurs? Vous le racontez, tout ça. Suite donc du grand oral des GG dans un instant. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC jusqu'à 13h. Sortez ici. Alain Marchal. Non, pas vous, please. Olivier Truchot. Non, vous restez, vous sortez. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Les grandes gueules. Alors je parle, vous parlez, qui commence? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Les GG, les grandes gueules, et dans le grand oral des GG, Jean-Marie Godard, qui est journaliste à Society, et qui a rencontré les flics, il a recueilli leurs paroles, leurs témoignages de leur quotidien, de leurs difficultés, de leurs souffrances, entre autres. Oui. Entre autres, Jimmy Mohamed. Oui, alors il y a un chapitre que j'ai apprécié parce que j'avais l'impression qu'on parle aussi de docteurs et de soignants. C'est le chapitre rencontre avec la mort. Où vous parlez la fois où des policiers sont confrontés à leur première mort. Je me souviens toujours, moi, de ma première mort à l'époque où j'étais en tant que médecin au SAMU à Paris. J'étais interne à l'époque et je me souviendrai toujours de l'étage, de l'âge du monsieur, de sa femme. C'est un monsieur qui venait d'être à la retraite, qui fait une mort horrible. Et ça m'a bouleversé pour la vie. Et par la suite, moi, je vis avec mes morts. Je ne les oublierai jamais. Et on peut pas se déconnecter de cette réalité. Et il y a un passage qui, à mon sens, révèle vraiment le fait que les policiers sont délaissés sur ce niveau-là, sur le plan psychologique. Je pense qu'ils sont pas assez accompagnés. C'est la scène où ils vont venir constater un décès, parce qu'on oublie aussi que les policiers sont pas seulement derrière les radars, ils sont pas au feu rouge, ils sont pas en train de courir après les bandits, ils sont aussi, c'est aussi la police du quotidien. Voilà, ils sont pas que cachés, ils vont venir chez les gens et ils constatent les décès avant d'appeler bien sûr les autorités médicales compétentes. Et vous décrivez cette scène surréaliste où pendant que ils constatent la mort, le chef un peu plus
plus expérimenté s'assoit, sort son sandwich. C'est le croque-monsieur dans le croque-mort. Et elle met au micro-ondes son truc et commence à taper son sandwich. Il dit à son collègue, viens, dépêche-toi, parce que après, ce sera trop tard, ce sera le bazar. Est-ce que cette scène, même si on peut se dire que le policier a peut-être de l'expérience, accumulé et arrive à encaisser, prouve bien qu'ils sont complètement délaissés, que l'accompagnement psychologique est absolument précaire. Alors, l'accompagnement psychologique est précaire dans la police parce que ça fait partie de la culture. C'est-à-dire que c'est un milieu où il faut qu'on tienne, on peut être parfois dur, mais il y a une carapace parce que effectivement on est confronté à des choses très dures, donc il faut tenir. L'abandon psychologique, en fait, cette scène-là, ça montre une manière de gérer l'émotionnel, en fait, de la distance, de mettre de la distance par rapport à à des choses extrêmement difficiles qu'on va vivre. En même temps, il y aurait sûrement besoin de trouver un truc dans les écoles de police pour expliquer qu'on va être confronté à des choses très très dures, peut-être faire venir beaucoup plus souvent dans les écoles de police, avant même qu'ils se retrouvent en stage dans les commissariats. Des policiers qui sont sur le terrain, qui racontent leur expérience de choses extrêmement difficiles à vivre et tout ça, et de comment on peut sûrement. Mais en même temps, il y a un CRS là de 54 ans dans le bouquin avec qui on discutait là-dessus et qui me dit mais bon, en même temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait comme formation ? Je veux dire, puisqu'on parle du médical, si t'as peur du sang et de la mort, c'est pareil, tu vas pas faire médecin ou infirmier. Après, voilà, c'est ce que lui dit. Justement, puisque vous parlez de ces policiers qui sont confrontés à la mort, qui ont un quotidien qui est difficile. Certains terminent, et moi je ne savais pas, à l'Association nationale d'action sociale des personnels du ministère de l'Intérieur. L'ANAS, expliquez-nous ce que c'est que l'ANAS. L'ANAS, en fait, c'est l'ANAS Le Courbat, là. C'est un établissement de soins. À Tours, à côté de Tours. À côté de Tours, à une trentaine de kilomètres de Tours, où viennent tous les policiers qui sont complètement au bout du rouleau, cassés, en burn-out, qui ont fait une dépression. Certains alcooliques. Dans la drogue aussi. Dans la drogue, il y en a un dont je parle, Manu, qui m'a envoyé un message super sympa d'ailleurs, après avoir lu le livre. Et qui effectivement parce que ils ont été confrontés à des choses qu'ils n'ont pas supportées et en plus qui les a enfoncés encore plus, c'est qu'ils ont eu cette impression effectivement que le malaise dont ils avaient besoin de témoigner parce qu'ils avaient subi des situations dures, il y avait personne pour l'écouter. Et au bout d'un moment, ça les a fait tomber parce qu'ils sont dans un travail où ils disent eux-mêmes. Mais moi, quand je fais une journée où je vais faire une ouverture de porte, où je vais découvrir un cadavre qu'il va falloir ramasser parce que le mec des pompes funèbres qui arrive est tout seul, donc il va falloir l'aider à le mettre dans le sac mortuaire, ou des scènes abominables et tout. Le mec qui ne vit pas avec quelqu'un qui est dans la police et qui a des enfants, il rentre chez lui, il dit mais à qui je vais aller raconter ça ? Et vous parliez du Manu en question. Manu, il est IVP là aussi, je sais pas ce que c'était. Interdit de voie publique. Interdit de voie publique, et il est même désarmé en raison de son état psychologique. Oui, tout à fait. Il est sous anxiolytique, il est sous antidépresseur. Mais il reste flic. C'est quelqu'un qui est très, il reste policier, mais il s'occupe du petit judiciaire. Le petit judiciaire, c'est-à-dire qu'il sort pas du commissariat, il est dans des horaires très cadrés, 8h midi, 14h 18h, et voilà. À l'éducation nationale, il se retourne un ongle, il s'arrête 3 mois. Si c'est un ongle du pied, si c'est la main avec laquelle t'écris. Non, je vous rappelle que vous avez mis dans l'os la journée de carence, je tiens à témoigner. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de remplacement dans ma circonscription depuis le jour de carence, comme quoi ça servait à rien. Juste un parallèle, parce que nous, on a la verrière, comme il m'a donné la parole. Nous, on a la verrière dans l'éducation nationale. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans votre livre, c'est la vie privée. Parce que voilà, les profs, j'ai quand même l'impression qu'on arrive à couper, à sortir de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a que des futurs divorcés dans la police. La vie de famille est complexe. Non seulement ils ont du mal à couper avec leur affaire, mais des fois il y a des intrusions parce qu'ils habitent près de leur lieu d'exercice. Ils font leurs courses, ils croisent le mec qu'ils ont été il y a 2 jours, donc faut se séparer mari et femme pour pas que. Un code. C'est-à-dire que, par exemple, Tony, il fait ses courses avec sa femme et sa fille, la plus grande qui a 12 ans. Ouais. Et effectivement, il est le samedi, il est dans une grande surface. Et puis d'un seul coup, il m'explique, si je lâche la main de ma fille, on n'a même pas besoin de se parler. D'accord. Ma femme et ma fille partent d'un côté, moi de l'autre, parce que j'ai vu le mec que j'avais interpellé 2 jours avant qui est là. Et donc, on protège, quoi. Il faut pas qu'il. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand on voit un prof qui est un peu déprimé, des fois, on se dit, c'est pas très raisonnable de confier l'avenir de la France à des gens qui dépriment. Mais des fois, on ressent ça. Est-ce que c'est raisonnable, parfois, de confier la sécurité de la France à des gens qui, quand même, alors peut-être que votre livre noircit parce que vous êtes dans les points les plus durs. Mais il y a des moments où c'est quand même un petit peu effrayant, c'est quand même, la plupart des gens qui sont dans le livre aiment leur travail, quand même, sont hyper passionnés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vocation.
Oui, il y a une vraie vocation. Mais ils sont pas tous dépressifs ou alcooliques. Hein, non, c'est ce qu'il y a dans le livre. Après, quand je parle du Courbat, oui, il y a des gens, c'est des gens qui sont tombés et qui sont en train de il y a cet officier de police judiciaire là qui vient de Savoie, qui elle est pas tombée dans l'alcool, mais c'est une lente descente sur 20 ans où elle explique qu'elle a fini par être complètement fatiguée, épuisée. Et puis il y a pendant l'affaire Théo, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'elle est appelée avec son équipe. C'est tout simplement une police secours. Elle pense qu'en province, elle est protégée des émeutes qu'il y a. Et elle est appelée sur un feu de voiture. En fait, il y a 40 personnes qui les attendent. Ils sont 3 dans la bagnole. Ils prennent des cailloux. Et elle, ça l'a fait plonger complètement. Elle se dit, on va se faire sortir de la bagnole, on va se faire tabasser. Ce qui s'est passé à Champigny, encore récemment. Donc, mais alors, il y a ça, et puis il y a aussi le terrorisme quand même, parce que ces policiers qui sont là pour nous protéger sont devenus ces derniers temps des cibles. Il y a le couple de Magnanville, on en a beaucoup parlé au sein de la police, et ce sont les familles qui réagissent le plus mal, les enfants, les femmes, les épouses, parce que elles se disent finalement, on est tranquille nulle part. Qui ont peur. C'est souvent d'ailleurs la famille a plus peur que le policier lui-même. Hein. Les enfants ont peur. Dans le livre, il y a ce récit là justement c'est quand il y a l'assassinat de Xavier Jugelet sur les Champs-Élysées. Où il y a Isabelle, la femme d'un officier de police judiciaire, qui est tétanisée devant sa télé en train de regarder BFM et qui dit j'ai pas entendu mon fils arriver derrière. Le fils, il a 6 ou 7 ans à l'époque. Et ça a été très difficile parce que le gamin, il s'est dit mais ça pourrait être papa, quoi. Et voilà. Et donc ils ont conscience énormément que quand ils sortent en mission pour leur commissariat ou en patrouille, à partir du moment où ils portent l'uniforme aujourd'hui, ils peuvent peut leur arriver. Ce sont des moments. Ce qui ressort de votre livre, outre les témoignages, c'est on comprend ce dont ils souffrent le plus, il y a le quotidien. Mais c'est la bêtise politique et administrative, en fait. Ah oui, complètement, ouais. C'est la manière dont un gouvernement, on nomme un ministre de l'Intérieur qui dit bon allez, je vais m'occuper, il défait ce qu'a fait le précédent. Une majorité arrive, elle défait ce qu'a fait la précédente. Et alors, l'administration, en 15 ans, c'est ce que vous expliquez, ce que racontent les policiers, autour des CRS, de la BAC, de police secours, on a les CI, les CSI, les UTEQ, devenus des BST, et bientôt on va avoir la PSQ, et tout ça avec des commandements différents, quoi. Oui, et plus la paperasserie qui s'empile, et tu sais aussi ce que c'est. Donc ça, les flics disent, si au moins on pouvait arrêter les âneries politiques et administratives, ça nous soulagerait aussi, ça. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils attendent pas mal d'ailleurs ils aimeraient bien en savoir beaucoup plus, et ils attendent beaucoup enfin, quand je dis ils attendent beaucoup, ils sont dubitatifs, on va dire, sur la police de sécurité du quotidien que Macron veut mettre en place. Parce qu'il y a des policiers justement qui disent ça serait peut-être l'occasion de réorganiser tous ces faire le ménage dans tout ce qui existe déjà, le ménage et de remettre les choses en forme, quoi, et surtout de redonner un sens aux missions, parce qu'effectivement on est tout le temps dans la paperasserie, l'administration, les circulaires qui tombent d'en haut, qui arrivent dans les commissariats, qui des fois se contredisent avec la précédente, et il y a effectivement cette histoire d'alternance politique où celui qui arrive pour ceux qui étaient avant, c'était nul, avec moi ça va être super, et les prochains qui vont arriver, ça va être la même chose. Oui, sauf que on l'a vu ici en recevant notamment l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. On le voit devenu député à travers votre témoignage, c'est que alors qu'on est en menace terroriste, alors qu'on demande aux policiers d'intervenir le plus rapidement possible, en fait, on sait pas qui fait quoi, et eux-mêmes ne savent plus qui doit intervenir, à qui il faut faire référence, et qui on doit appeler, quoi, en fait. Moi, quand je suis avec une patrouille de la BAC, quand elle est sur le terrain, elle va pas faire seulement de l'anticriminalité. Oui. Il y a un appel qui tombe du central pour un différend familial, ils sont dans le secteur, et il y a pas d'effectif en police secours. Qu'est-ce qu'elle va faire, la BAC, si elle a rien à faire là immédiatement? Elle va aller sur le différend familial. Oui. Les BAC vont faire des missions de police secours parce qu'il n'y a pas l'effectif de police secours. Dans le Nord, il y a un policier qui raconte que ils ont tellement de missions eux-mêmes police secours, ils sont tellement débordés, ils font tellement de missions qui sont pas du police secours, qu'il y a des moments, comme les BAC sont ailleurs, eux ils sont sur un truc, pendant 1 heure de temps,
il y a personne en patrouille dans la ville, quoi. Il y a zéro police pendant 1 heure parce que tout le monde est sur autre chose que sa mission d'origine. Il y a l'État qui maltraite ses employés. Il y a le politique qui instrumentalise la police parce que le thème de la sécurité, c'est un thème porteur. Mais c'est ça. Voilà. Mais il y a aussi les médias, la presse, et vous le dites, les policiers ont un regard très sévère sur le traitement qu'il leur est réservé dans les médias. Médiatique, ouais. Alors pas seulement sur d'ailleurs sur les questions de tribune, de personnalité ou de c'est le côté emballement, c'est-à-dire qu'il y a il y a une vidéo qui circule. Il y a une affaire de violence, il y a une manif qui se termine mal, on voit des policiers, tout ça, machin, tout le monde s'emballe, ils ont le sentiment que, immédiatement, la police est mise en cause. Mais peut-être peut-être que les flics n'auraient pas aimé le regard que vous disiez porter sur les manifestations quand vous les couvriez. Ah mais oui, c'est sûr, mais après, c'est quand on est... Non mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, bien sûr, mais il y a, en même temps, il y a eu une accélération par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes d'infos continues. On a bien compris que parler des violences policières, c'est vendeur, mais elles existent aussi. C'est-à-dire que, mais évidemment, elles existent. Voilà, elles existent. Il y a aussi des gens qui se comportent mal. Le policier, il a une responsabilité supplémentaire parce qu'il est armé, contrairement au citoyen lambda. Il a un pouvoir aussi. Exactement. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais exactement, eux-mêmes le disent d'ailleurs. Il y a des policiers qui m'ont dit très clairement, ils voient une vidéo. Il y a eu un truc cet été là sur un gars qui était enfermé dans une voiture avec un couteau qui voulait pas sortir. Ils ont essayé de casser la vitre avec les tonfas et puis le gars a fini par réussir à manœuvrer en voiture en défonçant une voiture de police derrière. Il est parti comme ça. Ils étaient 4 ou 5 à tirer dessus. Et là, voilà. Et moi, j'ai plusieurs policiers qui m'ont dit cette vidéo, il faut la garder pour dans les écoles de police montrer tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc eux-mêmes sont conscients et ils me disent ouais. Alors là, ils m'ont raconté des histoires, y compris dans les villes où ils étaient. Ouais, bah les collègues, ils ont carrément déconné. Ils vont manger. Et voilà. Ils sont pas. Il y a pas un soutien. Mais est-ce que les citoyens sont pas ambigus avec les policiers? Par contre, il y a une chose que je voudrais dire. Il n'y a pas un soutien inconditionnel des policiers à n'importe quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, ils ont l'impression, et moi c'est aussi une impression que j'ai ressentie par rapport à un certain nombre de choses qu'on voit, mais eux le disent très clairement, c'est que une manifestation qui dégénère aujourd'hui, la moindre grenade lacrymogène qui part, c'est une violence policière. On a vu l'affaire Moix. On a vu l'affaire Moix. On oublie un truc, c'est que la police, la mission de la police à la base, l'une de ses missions, c'est d'utiliser la force. Oui, c'est la force publique. La force publique et de l'utiliser de manière proportionnelle à l'agression qu'il y a en face. Mais le monopole de la force de la violence, c'est l'État qui l'a et il l'a délègue au du lacrymo en étant plus jeune. Le pouvoir légitime de répression, c'est ça. Voilà. Après, il faut pas que ça déborde, effectivement. Merci Jean-Marie Godard. Parole de flic, l'enquête Choc, un recueil de témoignages, c'est aux éditions Fayard. Merci d'être passé par le grand oral des GG. On enchaîne.